Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du programme d'histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques. Au programme de ce troisième thème de première, nous allons étudier les divisions politiques du monde, c'est-à-dire les frontières. Et pour débuter, rien de mieux qu'un petit chapitre introductif des familles pour présenter les frontières dans le monde d'aujourd'hui. Vous êtes prêts? Stylo à la main? Prêts pour la prise de notes? Alors, c'est parti. Vous le savez peut-être, mais pour débuter une introduction, j'aime bien placer une citation. Eh bien, là, je vous propose celle du professeur de droit international, Lucius Kaflich, qui dit de la frontière que c'est une ligne ou un espace séparant des territoires terrestres sur lesquels deux États exercent la plénitude de leur puissance, c'est-à-dire la souveraineté nationale. La frontière sert à définir un État puisqu'elle en marque la limite, et on l'imagine facilement marquée par un fleuve, une chaîne de montagnes, ou plus simplement un trait dessiné sur une carte. Mais dans le monde globalisé, la frontière devient une notion plus floue, plus abstraite, et en même temps plus marquée, plus fermée par des murs et des barrières. La problématique de notre leçon sera quelles sont les dynamiques frontalières qui traversent le monde aujourd'hui. Grand 1. Des frontières de plus en plus nombreuses. La frontière se définit comme la limite d'un État. Elle est reconnue au niveau international et a une valeur juridique. On distingue traditionnellement les frontières dites naturelles, les fleuves, les montagnes, des frontières artificielles comme les lignes astronomiques, les parallèles, par exemple, les lignes ethniques ou encore linguistiques. Alors que la frontière a longtemps été discontinue, diffuse, nous l'imaginons comme une ligne fixe dans un paysage. Eh bien, cette définition correspond à la vision dite westphalienne d'un État. En effet, après les traités de Westphalie de 1648 que vous étudierez l'an prochain, la notion d'État souverain recoupe celle de nation. La France, par exemple, c'est le roi de France et elle est marquée par les territoires qui reconnaissent l'autorité du roi. On assiste donc, avec l'émergence des États modernes en Europe au XVIIe et XVIIIe siècle, à la multiplication de frontières et de limites entre les États. C'est dans cette logique qu'il faut lire les nombreuses guerres de Louis XIV, ainsi que les fortifications de Vauban sur la frontière nord et est du royaume de France. Avec la colonisation du monde au XVIIIe et XIXe siècle, la fragmentation des espaces et la frontiérisation, c'est-à-dire le processus d'instauration ou de multiplication des frontières, se diffusent au continent africain et asiatique. Le XXe siècle, de son côté, voit la disparition des empires multiethniques, comme l'Autriche-Hongrie ou l'Empire ottoman, et la naissance de nouveaux États indépendants. Si les guerres mondiales et la décolonisation ont encore accéléré le tracé des frontières et la naissance des États, ce mouvement reste toujours très dynamique, puisque sur les 261 000 km de frontières connues en 2020, près de 30 000 km ont moins de 30 ans, et les frontières les plus récentes se trouvent principalement en Europe, qui est pourtant surnommée, vous le savez tous et toutes, le vieux continent. Grand 2, des frontières plus ou moins marquées. Avec la mondialisation et la globalisation des échanges, la notion de frontière est de plus en plus remise en cause. L'idéal d'un monde sans frontières, ce qu'on pourrait appeler un borderless world, est né dans les années 90 et il est incarné aujourd'hui par les GAFAM, dont l'organisation et le fonctionnement ne permettent pas toujours aux États d'exercer leur souveraineté. Ils dépassent donc les frontières. Avec la création de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, on assiste à un mouvement d'ouverture des frontières et de généralisation du libre-échange. Et pour rappel, le libre-échange, ce sont les échanges commerciaux sans droit de douane. Les frontières sont alors vues comme des freins à la fluidité des échanges. Dans la même logique, les États facilitent les déplacements des personnes en ouvrant toujours plus leurs États au tourisme. Certains espaces, comme l'espace Schengen, sont des espaces de libre circulation. D'autres espaces, comme les Caraïbes, n'exigent de leur côté aucun visa pour favoriser la venue des touristes. Pour tous, la frontière semble une vision dépassée du monde. Pourtant, paradoxalement, la question de la frontière n'a jamais été autant présente et sa matérialisation devient un enjeu politique et social fort. Parmi les séparations et les clôtures, on distingue des barrières et des murs installés dans des territoires disputés avec une fonction de sécurité et de délimitation. Et on peut prendre l'exemple de la frontière indienne dans l'ouest du Cachemire, ou encore le mur entre Israël et les territoires palestiniens de Gaza et de Cisjordanie. Deuxième catégorie, des murs et des barrières dans des territoires non disputés entre les États, mais où persistent des tensions ethniques, démographiques ou politiques. Et là, on peut prendre l'exemple de la Peace Line, en Irlande du Nord, du mur de béton entre la Thaïlande et le nord de la Malaisie, construit en 2004. Troisième catégorie, des barrières établies après un conflit militaire. C'est la zone démilitarisée, ou No Man's Land. Alors on peut citer évidemment la DMZ entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, que vous étudierez un petit peu plus tard. Et puis on peut aussi citer la frontière entre les deux parties de l'île de Chypre. Enfin, dernière catégorie, les barrières antimigratoires. Ce sont les plus récentes et les plus nombreuses. On peut citer les enclaves espagnoles en Afrique de Ceuta et Melilla,
mais aussi la barriérisation depuis 2006 de la frontière américano-mexicaine devenue célèbre avec le mur de Donald Trump. Grand 3, frontières et ouverture, affirmation d'espace transfrontalier. Les frontières, même si elles marquent les limites entre les États, sont souvent le lieu privilégié d'échanges et forment ce qu'on appelle des interfaces. Elles vont tout d'abord permettre de développer le travail transfrontalier quotidien. Ainsi, en Europe, plus de 2 millions de résidents travaillent dans un pays voisin, dont 335 000 Français qui vont en Allemagne, en Suisse, au Luxembourg, au Royaume-Uni pour avoir de meilleurs salaires. D'autres vont aller en Espagne ou en Belgique pour pouvoir bénéficier de biens de consommation plus abordables. Ces mouvements intenses aboutissent à la naissance de vastes agglomérations transfrontalières, comme à Lille ou le long de la conurbation rhénane qui traverse 6 États. Dans ces espaces, la notion de frontière devient totalement virtuelle. La métropole de Strasbourg a ainsi développé une coopération avec la région frontalière d'Ortenau pour fonder un eurodistrict Strasbourg-Ortenau. En Amérique du Nord, le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, le modèle de ville jumelle est la règle avec des échanges intenses entre les deux villes séparées par la frontière. Entre Tijuana et San Diego, au poste de frontière de San Isidro, chaque jour ce sont près de 50 000 véhicules et 25 000 piétons qui vont du Mexique aux États-Unis, soit plus de 18 millions de véhicules par an. Et c'est le point de passage terrestre frontalier le plus fréquenté du continent américain. Ces interfaces bénéficient de fortes inégalités de salaire entre les deux États qui poussent au développement des échanges et aboutissent au modèle des villes jumelles qui se développent de chaque côté de la frontière, mais sont étroitement liées et forment une seule aire urbaine. Dans ces espaces, la frontière n'est plus une ligne, mais plutôt une zone. Alors, pour conclure, que pouvons-nous retenir ? La naissance des États modernes et des États-nations en Europe, puis dans le monde, a abouti à la multiplication des frontières et à leur matérialisation sur les cartes ou dans les paysages. Depuis, le modèle économique dominant du libéralisme a violemment remis en cause la notion de frontière, devenue pour certains dépassée d'un autre temps. Et dans le même temps, le développement de la mondialisation a aussi abouti à des tensions et à des politiques de repli sur soi, illustrées par la multiplication des murs et des frontières fortifiées depuis plus de 20 ans. Mais malgré tout, les frontières dans le monde restent avant tout des espaces d'échange et des interfaces dynamiques. La frontière ne marque donc pas la fin, mais elle montre le début d'autre chose. Et c'est sur ces quelques phrases pleines de poésie et de sagesse, en toute modestie bien sûr, que nous achevons cette vidéo qui, je l'espère, vous aura permis de mieux comprendre ce chapitre introductif. Vous pouvez retrouver mon cours au format PDF et MP3 sur mon blog histoiregéoenvideo.fr. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une bonne fin de journée, une bonne fin de nuit, une bonne fin de tout ce que vous voulez, et je vous dis ciao et à bientôt.